Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, l'émission de débat, d'opinion, voire même de controverse de Figaro Live. Nous allons inaugurer aujourd'hui une nouveauté. 4 questions, 4 thèmes, ça vous avez déjà. Mais ce qui est nouveau, c'est que vous allez pouvoir réagir, vous les internautes, grâce au hashtag Figaro Live, puis Figaro Point de Vue au pluriel, sur chacun de ces 4 thèmes. Et quels sont-ils? Eh bien, les voilà. Première question, la Corse, le vote d'hier est-il un vote anti-France après le très grand succès des autonomistes qui ont fait plus de 45% au premier tour? Et puis, deuxième question, SNCF, faut-il des sanctions après la panne monstre de la gare Montparnasse hier qui a bloqué à la fois dans Paris et dans toutes les villes de l'ouest de la France les voyageurs qui espéraient bien prendre le train? Troisième question, sur les États-Unis, sur Donald Trump. Le président des États-Unis a décidé de sortir son pays de l'accord de l'ONU sur le pacte mondial pour les réfugiés. Trump fait-il cavalier seul? Eh bien, vous pourrez répondre à cette question. Et enfin, quatrième question, peut-être celle qui est la plus proche des préoccupations quotidiennes des Français, limitation de vitesse. En fait-on trop? Évidemment, la question se pose après la décision annoncée, mais pas encore officielle du gouvernement, de limiter à 80 km/h au lieu de 90 la vitesse sur l'essentiel des routes françaises à partir de l'année prochaine. 4 invités pour traiter ces sujets. Daniel Bilalian, bonsoir. Vous êtes journaliste, ancien patron du service des sports de France Télévisions. Et votre livre Les Évadés est paru aux Presses de la Cité. C'était l'année dernière. Bonsoir Stéphane Marchand. Bonsoir. Vous êtes journaliste scientifique, chroniqueur à l'opinion. Vous êtes d'autant plus le bienvenu dans cette émission que Le Figaro est une maison que vous connaissez bien. Et je suis ravi d'y retourner. Vous avez été l'un des patrons de la rédaction, mais aussi le correspondant à Washington, si ma mémoire est bonne. Très bonne. Et votre dernier livre, Les secrets de votre cerveau, est paru il y a quelques semaines chez Fayard. Bonsoir Frédéric Davy. Bonsoir. Vous êtes politologue, directeur général adjoint de l'Institut de sondage IFOP. Et bienvenue aussi à Alexandre Devecchio, journaliste aux pages Débat Opinion du Figaro, en charge du Figaro Vox. Votre livre Les nouveaux enfants du siècle est paru aux éditions du Cerf, c'était l'année dernière aussi. On commence par parler de l'élection en Corse. Nous avons titré cette partie Corse, un vote anti-France, point d'interrogation. Donc vous y répondez sur le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue au pluriel, parce qu'ici la parole est diverse. Je vous propose d'entendre ce que disait ce matin Gilles Simeoni, qui était le candidat tête de la liste autonomiste PA Corsica, j'espère que je prononce bien, ça veut dire pour la Corse en français. Il était interviewé ce matin par Vincent Roux dans Les Décrypteurs. Nous pensons qu'il y a une nation corse parce qu'il y a une langue, une culture, une identité collective qui s'est forgée à travers l'histoire et qui est encore aujourd'hui bien vivante. Mais maintenant, on n'attend pas du président de la République française qui dise oui, il y a une nation corse sans autre forme de développement. Je pense qu'il faut qu'il reconnaisse qu'il y a une question corse qui touche, comme je vous le disais, à l'existence de ce peuple et en son droit à être reconnu. Et ceci étant, derrière, il va falloir discuter au plan économique, au plan social, au plan institutionnel avec notre revendication d'autonomie. Alexandre Devecchio, au début de cette émission, 59% des internautes votant sur Twitter nous disent oui, c'était un vote anti-France. Est-ce votre avis? Non, je ne crois pas. Je dirais plutôt l'inverse, que c'est un vote pro-France. Alors ça peut paraître paradoxal, mais quand on regarde tout simplement le résultat des élections présidentielles, c'est le parti nationaliste, entre guillemets, puisque c'est le Front National qui est arrivé quasiment en tête. Au premier tour et au deuxième tour, ils ont fait 48%. Marine Le Pen avait un programme jacobin, donc pas du tout régionaliste. Donc je crois au contraire que le fait que la France, finalement, abandonne ses prérogatives aujourd'hui à l'Europe, choisisse un modèle multiculturaliste, est quelque chose qui effraie les Corses, et que c'est un vote pour préserver effectivement une certaine culture, un certain art de vivre. Vous pensez que les ressorts du succès des autonomistes sont les mêmes que ceux du vote Le Pen? Exactement, je pense que c'est exactement les mêmes. C'est un réflexe identitaire face à un sentiment de dépossession nationale, d'insécurité culturelle. Et le jour où l'État français est capable de répondre à ce sentiment d'insécurité culturelle, à ce désir de préserver un patrimoine, une culture, un art de vivre, il n'y aura plus de problème corse. Stéphane Marchand, qu'est-ce que vous en pensez? Je me sens assez proche de cette analyse, effectivement, parce que les Corses, quand on les écoute bien, nous donnent beaucoup d'informations sur ce qu'on appelle la France périphérique. Évidemment, la Corse a des caractéristiques particulières, c'est une île de beauté, elle a un tourisme très brillonnant, mais finalement, c'est quand même ça, au cœur de ça. C'est les gens se demandent qui on est, où est-ce qu'on va, est-ce que la France existe bien?
est-ce que le rapport, c'est les fameux soubresauts de la mondialisation, et il faut écouter les Corses parce qu'ils ont une capacité de s'exprimer supérieure à la plupart des régions, parce qu'ils sont habitués à le faire et qu'ils sont habitués à exprimer ce qu'ils sont. Donc il faut les écouter pour ne pas méjuger le sinistre qui se prépare dans d'autres régions françaises, qui sont finalement soumis au même type de tensions sans avoir l'opportunité de les exprimer de la même façon. Frédéric Dabi, comment est-ce que le sondeur que vous êtes réagit à cette thèse assez intéressante d'Alexandre Devecchio, disant mais finalement c'est peut-être les mêmes ressorts, le vote autonomiste et le vote Le Pen? En tout cas, il ne l'a pas dit, mais si je tire la pelote de laine, je partage un autre point commun avec un des enseignements de la séquence électorale hexagonale, métropolitaine, c'est un vote dégagiste. Parce que lorsqu'on regarde le score du Front National, le score du Parti communiste et de la France insoumise, la gauche qui pour la première fois sera absente de l'Assemblée territoriale de France depuis 1982, on a ce dégagisme qui a bénéficié sur le continent pleinement, à qui vous savez, à Emmanuel Macron, qui a pleinement profité aux nationalistes. Maintenant, un autre élément, c'est un vote sans surprise. On en fait des tonnes sur le raz-de-marée, sur le coup de théâtre. C'est un vote qui s'inscrit pleinement dans les tendances électorales corses depuis 2014. Aux élections municipales, Zuccarelli perd sa mairie face à Simeoni. Zuccarelli, radical de gauche. Le radical de gauche. Aux élections régionales, les indépendantistes, les autonomistes gagnent. D'ailleurs, on est sur une confirmation du vote de 2015. Et là, ce sont le divers gauche Jacobi qui est éliminé et le dégagiste se voit compte tenu des affaires dans lesquelles il est mis en cause. Et puis, aux élections législatives, 3 députés sur 4 proviennent de cette mouvance, cette tendance nationaliste, autonomiste. On est pleinement sur un vote de confirmation des scrutins passés avec ce dégagisme qui profite à plein. Alors, vous avez une thèse proche, celle qui fait une analogie avec le Front National, je ne la partage pas complètement, mais en tout cas, le dégagisme qui avait, on va dire, profité au Front National pendant la période 2014-2015 a profité, là, très largement aux autonomistes. Alors, on salue les internautes qui nous suivent, notamment Julie et Marc, qui vont encore plus vite que nous et qui se disent est-ce que maintenant l'indépendance est possible, nous demande Julie. Est-ce que ça pourra alléger la France, l'Hexagone, sur nos impôts, nous demande Marc. Daniel Bilalian, vous voyez ça comment la suite? Pour l'instant, ils sont autonomistes, mais pas indépendantistes, nos amis. Écoutez, moi, je vais partir de la position de Raymond Barre. Vous vous souvenez de la position de Raymond Barre qui disait s'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. C'est vrai qu'aux yeux d'une majorité de Français qui ne connaissent pas forcément tous très bien le dossier, on ne juge pas aux apparences, mais elles sont rarement trompeuses, disait le proverbe, ce qui peut être énervant, c'est le fait de vouloir l'autonomie, mais de ne pas prévoir l'indépendance avant 10 ans. On ne comprend plus bien si ces gens veulent juste l'autonomie de la Corse ou s'ils préparent l'indépendance. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout clair. Alors la seule chose positive, c'est qu'on a réussi à rassembler les deux départements corses en un seul, ce qui devrait se faire dans beaucoup d'autres départements français. Mais moi, ce qui me contrarie, c'est toujours le sentiment que les Corses veulent... Je veux dire, soyons clairs, vous voulez être indépendant, vous voulez rester français, c'est ce qu'avait dit Raymond Barre, mais cette situation d'autonomie, un peu comme on peut la voir dans d'autres régions, avec moins d'effets, par exemple c'est le cas de la Bretagne ou des choses comme ça, je veux dire, ce pays s'est rassemblé autour d'une France unifiée à la Révolution française, où est-ce qu'on veut la conserver comme ça? Sinon, où va-t-on? Moi, je vais vous donner un exemple de cette espèce de... pas de bêtises, mais de choses qui sont ridicules un peu. Dans les rues de Rennes, aujourd'hui, on a débaptisé les noms propres même. Sous les noms officiels, il y a le nom en breton. Jacques Cartier est devenu Jacques Oscartose. Alors à quand général de Gaulle? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ce pays a eu du mal à se... Alors, ou on en fait partie, ou on n'en fait pas partie. Mais moi, l'autonomie avec l'indépendance, dans 10 ans, on se dit, le Français moyen se dit, bon, ce qu'ils ont envie de conserver, c'est les avantages de la France et prendre leur indépendance, par ailleurs, sur beaucoup d'autres sujets. Beaucoup de Français pensent aujourd'hui que les Corses bénéficient, et c'est pas faux, d'un certain nombre d'avantages en termes d'impôts, de taxes, etc., et qui veulent les préserver tout en voulant être à côté. Alors, je précise que la thèse d'Alexandre Devecchio qui dit « Mais non, ce n'est pas un vote anti-France » semble gagner un peu de terrain puisque le rééquilibrage se fait entre les internautes qui trouvent que oui, c'est un vote anti-France et les autres. Tandis que Hugo nous dit « La Corse exprime ses spécificités face à un président méprisant ». C'est vrai que c'est peut-être l'un des autres enseignements de ce scrutin. Stéphane Marchand, c'est le très faible score de La République En Marche
Oui, et surtout, c'est vrai que la Corse n'est il y pas a en une marche. abstention considérable. Oui, et ça aussi, On en a pas effectivement, parlé. près de la moitié des électeurs ne sont pas venus. C'est pas non plus une véritable surprise. C'est toujours comme ça, Frédéric? Oui, au régional, on avait des scores qui étaient très proches de ce qu'on avait constaté en métropole. C'est un sujet d'importance. Mais pour en revenir à Macron, vous pensez qu'il y a un message pour Emmanuel Macron dans ce vote? A priori, la verticalité macronienne déplaît profondément aux Corses. Donc c'est un peu une sorte de réflexe que l'on semble relativement logique, mais je suis assez d'accord avec le côté pro-France de ce vote. Apparemment, ils veulent rappeler leur attachement à la France tout en refusant le lien tel qu'il est aujourd'hui. Donc il faudra dans les mois prochains relire. C'est déjà compliqué quand même. Non, mais je partage ce qui vient d'être dit. Dans les enquêtes d'opinion, mon cher Daniel, les Corses ne se placent pas dans la même articulation que vous. J'ai retrouvé une enquête IFOP de 2010, alors elle est peut-être un petit peu en fait ancienne. 51% des Corses étaient favorables à l'autonomie. 10% seulement à l'indépendance. C'était une enquête IFOP Radio France Fréquence Amora. On a ce vrai décalage. En revanche, auprès des Français en 2012, 30% des Français interrogés, c'est bien sûr minoritaire, mais c'est quand même pas négligeable dans une logique d'extrapolation. Ça fait presque 10 millions d'électeurs étaient favorables, s'ils le souhaitaient, à une indépendance de la Corse. Alors on va challenger un peu notre ami Alexandre Devecchio. Je vous propose, Alexandre, de prendre connaissance de ce tweet de Jean-Guy Talamoni, qui est le président de l'Assemblée de Corse. Je ne défends pas les indépendants. Non, mais j'entends bien, c'est juste pour avoir votre réaction. Avec Gilles Simoni, c'est l'autre homme fort des autonomistes corses. Et Jean-Guy Talamoni, ce matin, disait sur France Inter, la France... ça ne doit choquer personne si je réponds que je ne considère pas que la France soit mon pays. Alors ça... Non, moi, je suis, attention, je suis plutôt jacobin, plutôt pour l'indivisibilité du territoire, et je suis en désaccord total avec les indépendantistes. Par contre, ça n'interdit pas de s'interroger sur le vote des électeurs. Effectivement, les indépendantistes, à mon avis, ont un projet très clair d'indépendance, sans donner les moyens, parce qu'effectivement, ils veulent l'indépendance, mais avec les moyens de l'État français. Mais je crois que les Corses, c'est un peu différent, ça s'inscrit effectivement dans un contexte de mondialisation, de sentiment de dépossession. Je rappelle deux affaires, à mon avis, qui sont symboliques, qui ont eu lieu l'une, pas l'été dernier, l'été d'avant, mais c'est l'affaire du Burkini sur une plage corse qui avait été devenue quasiment une affaire nationale, donc il y avait eu un réflexe protectionniste très fort. Au Noël, juste avant, il y avait eu des pompiers caillassés et ensuite, en répercussion, l'incendie d'une mosquée. Donc ça s'inscrit dans tout cela avec le sentiment que l'État français n'est plus assez autoritaire, n'offre plus finalement les garanties de la préservation de notre patrimoine. Et donc ils se disent, peut-être que les indépendantistes pourront faire les choses de manière un peu plus vigoureuse. Mais je ne crois pas que les gens qui ont voté souhaitent vraiment l'indépendance. Ils souhaitent la préservation de leur identité, tout simplement, qui fait partie de l'identité française. Je voudrais vous faire réagir à ce qui pourrait être une des conséquences possibles de ce vote. En tout cas, c'est le souhait de Gilles Simoni, le candidat tête de liste autonomiste. Il s'exprimait ce matin, toujours dans les décrypteurs, à propos des prisonniers qu'il appelle politiques. Effectivement, je pense notamment à la question du rapprochement des prisonniers politiques et puis à terme une loi d'amnistie, puisque partout dans le monde, et notamment en France, y compris dans des conflits autrement plus sanglants et plus douloureux, lorsqu'on a voulu véritablement tourner la page de ces conflits, on les a terminés par une décision d'amnistie. Alors l'expression prisonnier politique est évidemment contestable, puisque s'il y a des prisonniers en France, c'est parce qu'ils ont commis des délits de terrorisme qui sont des délits de droit commun et pas des délits d'opinion. Mais sur le fond, Stéphane Marchand, vous pensez qu'effectivement, il faut envoyer des signaux d'apaisement en libérant d'éventuelles personnes condamnées pour des faits de terrorisme? Alors ça serait un mauvais signal à envoyer, à mon avis, parce qu'il y a en Corse une habitude de terrorisme, il y a une habitude de banditisme, il y a un mélange des genres, en plus de ces deux choses-là, avec la politique. Et donc, libérer des prisonniers de droit commun pour les renvoyer en leur donnant le label de prisonniers politiques sera un très mauvais message à envoyer, très mauvais. Alors que en revanche, engager un véritable dialogue politique avec la Corse, ça c'est très important. Frédéric Dabi, qu'est-ce qu'en pensent les Français? Ils sont plutôt pour les autonomistes corses? Ils les trouvent sympathiques ou Je n'ai pas de données d'opinion récentes. Il n'y a pas un niveau, et là je partage ce que disait Daniel Bilalian, il n'y a pas un niveau de préoccupation et d'intérêt très très important pour les questions corses. Dès que l'on travaille dans notre baromètre match sur les conversations des Français, les sujets, lorsqu'il y a des sujets, notamment l'affaire du Burkini il y a 2 ans, n'avaient pas été particulièrement mémorisés. Il y a eu
bien sûr, le drame d'il y a presque maintenant 20 ans sur le préfet qui, là, avait créé une véritable onde de choc en France. L'assassinat du préfet Erignac. Oui, du préfet, oui, en février 98, je crois, ça va faire maintenant 20 ans. Fatal Amoni en a parlé ce matin sur les radios en appelant à une libération prochaine des 3 personnes qui sont encore détenues pour cette affaire. Et qui ont été condamnées pour ça. Nous saluons Odile qui nous dit qu'il pense qu'il faut écouter les Corses, mais attention aux répercussions. Et Grégory qui nous dit les Corses ne sont pas anti-français puisqu'ils veulent plus d'autonomie sans être indépendants. Le vote final des internautes peut-être sur Twitter. 54% de oui considèrent toujours que le vote d'hier était un vote anti-français. Et nous allons aussi vous demander votre opinion sur un autre sujet du week-end, la panne massive qui a totalement paralysé le trafic ferroviaire hier, gare Montparnasse, mais aussi sur toutes les lignes de chemin de fer qui amenaient là-bas. Ce matin, le patron de SNCF Réseau essayait de s'en expliquer, c'était sur RTL. Ces travaux de cet agrandissement de ce poste d'aiguillage, de ces postes d'aiguillage, ont pour objectif d'augmenter la capacité de la gare Montparnasse de à peu près 20%. Donc de faire passer plus de TGV pour plus de services, pour évidemment servir mieux les clients. J'entends bien, mais je vous pose ma question. Était-il nécessaire de le faire un dimanche? On sait qu'il y a beaucoup d'activités, notamment TGV. Eh ben, les basculements se font le dimanche parce qu'en réalité, il y a aussi les Transiliens. Et les Transiliens qui arrivent à la gare Montparnasse, il y en a énormément. Alors, faut-il sanctionner la SNCF? Pour l'instant, vous êtes 70% à considérer que oui. On va voir si ça évolue au fur et à mesure que les arguments sont évoqués sur ce sujet. Stéphane Marchand, je le disais, vous êtes journaliste, notamment scientifique. Vous êtes même ingénieur polytechnicien. Est-ce qu'il est normal que quand on innove, quand on fait ce que disait Patrick Jeantet, c'est-à-dire quand on augmente le trafic, il y ait des bugs, ou est-ce que tout ça pourrait quand même se prévoir un peu à l'avance? Alors d'abord, je remarque que Guillaume Pépi, qui est constamment à la télévision, qui est un grand amateur de caméra, oui, il avait piscine aujourd'hui, il n'était pas là. Il n'est pas d'ailleurs non plus allé chez le ministre. Il a choisi d'envoyer Patrick Jeantet au combat, donc très bien, c'est très courageux. Deuxièmement, lorsqu'il y a des innovations et des changements techniques, évidemment, il y a des erreurs de commises, évidemment, il y a des bugs. Tout à fait, il a tout à fait raison, c'est vrai, il n'y a pas de problème. La seule chose que je conteste dans ce qu'il a dit, c'est quand il dit « il faut toujours plus de TGV ». Eh bien non, il faut à un moment donné arrêter d'avoir une politique qui consiste à avoir toujours plus de TGV. Il faut arrêter ça. Il y a plein de moyens alternatifs de transport. La théorie de la mobilité montre qu'on peut très très bien se débrouiller sans train. Il y a des cars, il y a tout ce qu'il y a le covoiturage. Donc il faut arrêter de multiplier les trains parce que le tout TGV est un problème systémique en France. Regardez la gare du Nord, par exemple. À la gare du Nord, vous avez 80% de l'espace consacré au train, au TGV, et 20% au RER, alors qu'il y a 80% du trafic qui est dans le RER et 20% du trafic qui est dans le TGV. Donc il faut commencer à revoir les priorités. Et Patrick Jeantet, qui est arrivé il y a 1 an à son poste, 1 an, Guillaume Pépi y est depuis 10 ans. Plus de 10 ans. Voilà, donc Guillaume Pépi qui semble être un ami personnel de Stéphane Marchand. Je vous donne les points de vue de Grégory, encore lui, qui nous dit on ne doit pas sanctionner la SNCF, mais la contrôler et l'aider à se moderniser, tandis que Cédric s'interroge, qui est en mesure de sanctionner la SNCF? Frédéric Dabi, ça pour le coup, ce genre de panne, ce sont des sujets qui j'imagine font bien plus réagir les Français que d'autres thèmes comme la Corse. Le thème Corse, ça c'est sûr, je ne parle pas des trains en Corse, mais pour parler plus sérieusement, le drame c'est qu'il y a eu il y a à peine quelques mois, le 30 et 31 juillet août, un bug encore plus important. Il a fallu 2 à 3 jours, là c'était 2 heures à la SNCF pour réagir. Malgré tout, les Français ne veulent pas sanctionner la SNCF, qui garde une bonne image en termes d'utilité, parce que c'est une entreprise patrimoniale qui fait partie, qui va fêter ses 80 ans, d'ailleurs comme l'IFOP, l'année prochaine, et qui a cette image sauf que vous coûtez moins cher au pays que la SNCF, quand même. On va dire oui. Et qui a ce lien avec beaucoup de Français. Par contre, là où les Français sont particulièrement sévères, c'est sur la dimension information, avec un émetteur SNCF hier extrêmement silencieux, aucun tweet pendant environ 2 heures, alors qu'en parallèle,
les usagers, les voyageurs, qui sont leurs propres médias, ont donné eux-mêmes des informations. Et quand on voit l'information, les attentes des Français lorsqu'on les interroge, les attentes des usagers de la SNCF sur l'information qu'ils veulent, elle est en total décalage avec ce qui est fait pour le moment. Ils veulent une information avec une mise à jour en temps réel, une information fiable, une information fluide. C'est tout ce qui ne s'est pas passé le 31 et 31 juillet, et là, peut-être un peu moins dramatiquement, même si le bug ne touche pas massivement l'ensemble du réseau. Ça a touché une gare importante, un dimanche. Les Français sont plutôt compréhensifs, mais il y a vraiment un déficit d'information qui est de moins en moins bien supporté. Daniel Bilalian, vous nous disiez il y a quelques minutes qu'à Rennes, on mettait les panneaux en breton. Est-ce que vous étiez bloqué en gare de Reynière? Pas du tout, mais moi, je pense que le buzz, comme on dit aujourd'hui, autour de cette affaire, c'est un peu le problème de l'information en continu. Il y a 10 ans, une panne comme ça, il y aurait eu une brève dans les journaux, on n'en aurait pas parlé pendant 3 jours. C'est l'ancien présentateur du 20h qui parle. Oui, là, ça devient une affaire d'État. Le malheureux, il est ce matin, est obligé d'aller à la radio pour expliquer que les trains ne sont pas partis. Il est convoqué par le ministre, par la ministre. Vous vous rendez compte, on a l'impression que les Allemands sont dans la forêt des Ardennes. C'est quand même quelque chose d'un peu déplacé. Il y a eu un problème hier, il a été résolu dans la nuit. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est le problème de l'information. On continue. On est 4 à attendre l'autobus qui a un quart d'heure de retard, ça devient une manifestation. Et c'est ça le vrai problème. Alors, cela dit, où je suis d'accord avec vous, c'est que pourquoi les TGV? Parce qu'à mon avis, c'est plus rentable pour la SNCF que les trains ordinaires. Hein. Deuxièmement, moi, je trouve que la SNCF s'est complexifiée en termes de tarifs, par exemple, extraordinaire. Moi, je n'ai jamais pensé que la SNCF pourrait être privatisée. Pour moi, la SNCF, c'était un service public avec des prix constants toute l'année. Nous prenions le train. Aujourd'hui, si vous prenez votre ticket 8 jours avant, c'est 100. Si vous le prenez 2 jours après, c'est 50. C'est une complexité extraordinaire. Pourquoi? Moi, il y a des services publics, je ne suis pas contre, je ne suis pas leader du FMI, mais je ne comprends pas pourquoi certains organismes ne restent pas nationalisés. L'électricité de France, c'est au service de la France. SNCF, c'est au service des Français. J'ai pas besoin, mais il y a une politique tarifaire qui est digne du privé. Oui, elle est digne du privé, elle est d'une complexité extraordinaire. Extraordinaire. Elle s'est fait exprès d'ailleurs. Donc c'est plutôt ça que je conteste. Mais pour moi, ça reste quand même, voilà, il y a une panne de quelques heures à SNCF, ça devient une affaire de tas. 24 heures, hein, demain il y aura autre chose. Et vous, Alexandre Devecchio, considérez-vous comme Elisabeth Borne, ministre des Transports, que cette panne était inacceptable? Je pense que c'est un problème vaste. Je pense que la ministre des Transports a aussi une idée derrière la tête et qu'effectivement, on s'achemine vers la privatisation de la SNCF. Là, je partage ce qui vient d'être dit. Le jour où c'est privatisé, il y a certaines lignes qui ne seront pas desservies. La France périphérique sera encore abandonnée à elle-même et je crois que ce n'est pas souhaitable. D'autant plus que quand on regarde les autres pays, par exemple en Allemagne, le système privé fonctionne encore moins bien que la SNCF. Après, il y a quand même un problème, à mon avis, structurel. Quand on prend les trains de banlieue, on le voit, les retards, les pannes, l'insécurité, ça c'est des problèmes réels qu'il va falloir résoudre. Donc il n'est pas interdit de sanctionner les petits fonctionnaires, aussi les hauts fonctionnaires. Guillaume Pépi, effectivement, est à la tête de la SNCF depuis un moment. Et ensuite, plutôt que de privatiser, moi je suis pour revoir peut-être effectivement malgré tout le statut des fonctionnaires. Il y a sans doute des gens à la SNCF qui se sentent trop protégés. Là, les gens qui ne font pas leur travail, fonctionnaires ou pas, devraient pouvoir être licenciés. Je crois que ce serait préférable en tout cas à une privatisation. Je ne crois pas que les cars Macron soient l'avenir. Ce n'est pas une politique de progrès, à mon avis. Hugo nous dit qu'il faut sanctionner les retards en prenant des pénalités sur les subventions que la SNCF reçoit. Ça vous paraît une bonne idée, Stéphane Marchand? Non. Désolé, on a essayé, mais ça n'a pas marché. La SNCF a quand même besoin de fonds pour fonctionner. Il faut savoir qu'à l'inverse, pour saluer quand même les ingénieurs de la SNCF un petit peu, le miracle, c'est que ça marche les autres jours. Quand vous voyez que cohabitent à la gare Montparnasse de l'intelligence artificielle digne du XXIe siècle, un service informatique créé en 1989 et des pièces détachées de voies qui n'existent même plus et qu'il faut refaire quand elles cassent. Tous ces systèmes cohabitent et le fait que ça marche, on peut quand même être content. Bon, écoutez, apparemment... Mais je pense que tout cela, le fait que ça marche, ça en fait participe au regard extrêmement bienveillant des Français vis-à-vis de la SNCF, vis-à-vis d'EDF. Quand on interroge sur l'image d'EDF
18 ans après, c'est encore l'image des hommes bleus qui ont réparé le pays après la tempête de 99. Non, et puis quand on va dans une gare et qu'on voit le train qui est annoncé à 19h12 et qu'à 12 exactement, il s'arrête, c'est merveilleux quand même. Voilà. Donc, monsieur, vous avez meilleur esprit que les twittos qui, eux, sont 73% à dire oui, il faut des sanctions contre la SNCF. Mais c'est ça qui est formidable. C'est l'épisode en fait, du mois de juillet qui a, à mon avis, servi de catalyseur et qui a réactivé notamment la colère ministérielle. C'est quand même ça, cet événement qui a quand même, ça a duré 3 jours. Et là, c'était en pleine vacances. D'ailleurs, Patrick Jeantet, encore lui, le patron de SNCF Réseau qu'on voyait au début de ce sujet, disait effectivement, on peut difficilement éviter les bugs, mais sur l'information, on aurait quand même pu être bien plus performant. Je vous propose de nous intéresser maintenant à Donald Trump. Donald Trump qui a annoncé par la voix de son ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, que son administration se retirait du pacte mondial pour les réfugiés, qui est un accord qui a été signé par les Nations Unies pour essayer de rendre plus fluide la gestion des mouvements migratoires dans le monde. Et l'argument mis en avant par les États-Unis, c'est de dire que la politique d'immigration, elle doit être le fait des Américains et des seuls Américains. La question donc, c'est Trump fait-il cavalier seul sur les réfugiés? Donc je vous invite à voter toujours sur le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue au pluriel. Stéphane Marchand, je le disais, vous avez été correspondant du Figaro à Washington. C'est le retour d'une forme d'isolationnisme qui est un des classiques quand même de la politique américaine. Oui, tout à fait. L'isolationnisme politique chez Trump est très fort. Il y a en plus de ça une sorte d'instabilité émotionnelle chez lui qui lui fait tolérer extrêmement mal, en plus de l'isolationnisme, toute contrainte multilatérale. Et le mélange des deux, rajouté à sa promesse de campagne, qui est de ramener les jobs aux États-Unis, finalement tout ça, packagé par Trump, dans une sorte de logique sinistre, finit par faire une ligne rouge, une ligne de conduite politique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Donc ce n'est pas la fin des abandons de pacte par les Américains. On peut dire, Alexandre Devecchio, que c'est assez cohérent avec la promesse de construire un mur avec le Mexique. Oui, je pense qu'il répond à la demande de ses électeurs. Je pense que moi, je n'aime pas les États-Unis quand ils sont impérialistes, quand ils répondent, quand ils mènent une politique de souveraineté nationale. C'est tout simplement ce que fait Trump. Il explique que ça n'appartient pas à une organisation mondiale de décider des politiques d'immigration des États-Unis. Il est dans son rôle de président américain, tout simplement. Donc c'est pas très surprenant. Ça pourrait nous donner aussi des idées en Europe. On voit que Schengen marche mal. Je pense que les Français ne seraient pas contre un président qui déciderait de contrôler lui-même ses flux migratoires. Daniel Bilarion, il y a quand même un effet d'accumulation, parce qu'il y a eu le retrait de l'accord sur le climat signé à Paris, le retrait de l'UNESCO aussi. Oui, des hésitations sur l'OTAN également. Non, mais cela dit, Donald Trump, il poursuit quand même la politique qu'il a fait élire, parce que, bien sûr, majoritairement dans les sondages, les Américains sont déçus, mais 80% de son électorat est tout à fait satisfait de ce qu'il fait. Donc, il continue. Alors, ce qui est inquiétant chez lui, c'est que, pour moi, peut-être c'est une question de génération, mais un président de la République qui tweet, ça me paraît quand même... je pense qu'il n'y a pas que moi que ça choque. Hein, et puis déclencher une guerre atomique avec la Corée sur un tweet, ça me paraît... Pourquoi pas sur Facebook? C'est pas fait encore. Hein, pourquoi pas sur tout de suite les internautes. À l'heure où nous parlons, la guerre nucléaire avec la Corée n'est pas encore déclenchée. Sur Facebook, non, mais moi je pense qu'il continue la politique qu'il a fait élire, c'est ce qu'on oublie. Il est fidèle à son électorat, son électorat est d'accord avec ce qu'il vient de décider là, et il n'a pas du tout l'intention... Et en plus, quel exemple il peut prendre? Quel est l'exemple qu'on peut lui donner? Schengen, ça ne fonctionne pas. Nous, les Européens, nous sommes capables, nos administratifs européens sont capables de nous dire quelle doit être la taille des fromages et si les vins AOC doivent être en blanc ou en bleu ou en vert, mais on a été infoutus de faire en sorte d'établir une vraie politique de l'immigration en Europe. Oui, donc, où va-t-il chercher l'exemple? Nulle part. Aux États-Unis. C'est un pays fabriqué par des immigrants qui fonctionne très bien. J'entends bien. D'ailleurs, il ne renie pas ça. Simplement, là, il pense à quelque chose de très particulier. Il pense notamment au Mexique. Il pense à l'immigration venue des pays arabes et musulmans qui risquent de les mettre en difficulté. Il pense à autre chose. Il n'est pas braqué simplement sur l'immigration irlandaise. Oui, c'est vrai qu'il y a en France, du point de vue de l'opinion publique française, une inquiétude forte vis-à-vis de cette première année Trump. Hein, lorsqu'on interroge les Français sur le premier sujet d'inquiétude, c'est la tension avec la Corée du Nord.
Trump a une cote d'opinion auprès des Français, c'est une donnée IFOP de Paris Match qui date du mois de juin, qui est absolument famélique, presque 90% de mauvaises opinions. Et là, c'est le contraire de ce qu'on avait vu au moment de l'élection de Ronald Reagan, qui était aussi très mal vu en France. En France, l'opinion est souvent pro-démocrate, et quand il n'y a qu'à voir l'accueil de Barack Obama et ce qui en a été dit. Mais très vite, Reagan avait su renverser la vapeur et la tendance. Là, lorsqu'on pose la question sur est-ce que les États-Unis sont un allié sûr, entre 2015 et 2017, on est passé de 77% à 39%. Moins 38 points. Ça n'arrive jamais, même pour une cote de popularité, sur une période aussi courte. C'est vrai qu'aux États-Unis, son socle tient. C'est vrai aussi que sur les enquêtes d'opinion, même auprès de son socle, il y a quand même un sujet sur l'efficacité de ces réformes et l'image qu'il donne à l'étranger. Mais c'est vrai aussi, un peu comme notre président, qu'on lui sait gré d'être en cohérence avec son programme présidentiel qui était America First. Vous pensez que les Français sont trop sévères avec Trump, Alexandre Devecchio? Il y a 69% des internautes là, qui nous disent « oui, Trump fait cavalier seul ». Je pense qu'il a un style qui est incompatible avec la tradition française, c'est-à-dire très américain, qui apparaît extrêmement vulgaire pour nous, il vient de la télé-réalité, etc. Ça, plus un battage médiatique où, on peut dire, 100% des médias français sont anti-Trump de manière parfois excessive. Donc oui, je pense que les Français sont trop sévères, son bilan législatif pour l'instant, cela dit, est assez faible, mais il apparaît effectivement comme le défenseur de la souveraineté aux États-Unis et le retour de la politique. Finalement, ce que je trouve intéressant dans le phénomène Trump, quoi qu'on pense dans le détail de ces mesures, c'est qu'il dit, bon, j'ai décidé ça en conformité avec mon élection, et ce sera ça. Ça change des gens qui nous expliquent que c'est pas possible parce qu'il y a le droit international, qu'il y a le droit européen, qu'il y a ceci, cela. Et finalement, certains disent que c'est antidémocratique. Moi, je trouve que c'est assez démocratique que quelqu'un qui a été élu pour un programme l'applique sans se préoccuper des organisations internationales, du droit international, etc. Donc il y a un combat qui est entamé, à mon avis, qui va être le combat du futur, peut-être pour tous les chefs d'État, entre l'État de droit, qui finalement en train de prendre la place des souverainetés nationales, et le retour des nations avec une forme de démocratie plus directe. N'oublions pas qu'il prend quand même la succession, sans faire de comparaison avec la France, il prend la succession d'un homme, Barack Obama, qui est ô combien sympathique, mais à qui les Américains reprochaient quand même, et une partie du monde reprochait de ne pas avoir pris des réelles décisions, ne serait-ce qu'au Moyen-Orient, dans les guerres du Moyen-Orient. Donc lui, il vient derrière et il dit « moi, je fais ce pourquoi j'ai été élu ». Voilà. Stéphane Marchand, est-ce que c'est la fin de ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire cette conviction selon laquelle il faut mieux se mettre autour de la table à plusieurs pour régler les problèmes mondiaux? En tout cas, elle a pris un coup. Elle a pris un sérieux coup, ça c'est certain. Et le magistère moral dont jouissaient les Américains, les États-Unis, depuis très longtemps, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et peut-être même avant, ce magistère a disparu. Le problème, c'est qu'il n'est remplacé par rien d'autre, parce qu'aucun pays, aucun groupe de pays n'a envie de reprendre la main. L'Europe est évidemment totalement incapable de le faire, et elle n'a pas envie de le faire. Et même les Chinois, quand on leur pose la question, on ne souhaite absolument pas remplacer les Américains dans ce rôle-là. Donc vous allez voir naître un monde multipolaire, périlleux, fluide certes, intéressant mais très périlleux, alors qu'avant il y avait une... Mais multipolaire, enfin moi c'est pas du tout la fin du multilatéralisme, c'est la fin d'un certain impérialisme où les États-Unis étaient quand même le gendarme du monde, et ce que vous appelez le monde multipolaire, c'est quand même des organisations internationales avec des gens non élus à leur tête qui prenaient des décisions sur des traités qui étaient valables une bonne fois pour toutes, quels que soient les votes des souverainetés populaires. Donc au contraire, c'est le retour d'un multilatéralisme. Je pense qu'il va y avoir des négociations entre États-nations, et c'est ça le multilatéralisme, et c'est pas le gouvernement mondial. Ce qui est vrai, Frédéric Drabi, c'est que cette décision américaine et ces positions américaines, elles sont un peu l'écho de l'allié traditionnel des États-Unis en Europe, qui est le Royaume-Uni, qui en fait est un peu sur le même registre, c'est-à-dire nous on sort des organisations globales pour retrouver notre souveraineté. Oui, je partage ce que vous dites, et tout cela crée quand même de l'inquiétude en France. Pendant très longtemps, les Français ne parlaient pas beaucoup dans leur
expression spontanée des sujets internationaux. Là, avec le terrorisme, avec tout ce qui se passe, il y a le sentiment que ce qui se passe international peut les toucher. Alors, par contre, et je vais faire plaisir à Alexandre en disant ça, il y a un regard différent et beaucoup moins sévère sur l'Europe de la part des Français, y compris de personnes eurosceptiques ou ayant voté non le 29 mai 2005. C'est l'idée, certes l'Europe est imparfaite, certes il y a tout ce que vous disiez en termes de règlements administratifs et de perte d'autonomie du pays, mais la phrase de François Hollande lors de la campagne de 2012, qui était une belle phrase, la France n'est pas le problème, la France est la solution, les Français y croient de moins en moins et voient malgré tout l'Europe sur la question des réfugiés, des migrants, du terrorisme, comme l'organe qui peut dégager des solutions. Stéphane Marchand, Barack Obama était en France ce week-end à Paris, et quand on l'entendait parler, c'était d'ailleurs, il ne s'en cachait pas, l'exact inverse de Donald Trump. On se dit, mais comment est-ce qu'un même pays peut élire coup sur coup des hommes aussi diamétralement opposés ? Parce que c'est un pays qui permet, qui a un système politique, notamment via les primaires, qui là-bas ne sont pas une catastrophe, une machine à fabriquer des catastrophes, mais une machine à faire émerger des personnalités. Des personnalités loin du pouvoir peuvent se rapprocher. Bill Clinton, j'ai fait la campagne de Bill Clinton en 1992, il serrait des mains dans les supermarchés, 8 mois plus tard il était président, personne n'en avait entendu parler avant, pratiquement. C'était comme si le maire de Clermont-Ferrand était devenu le président de la République. C'est un très bon maire. C'est un très bon maire, je n'en doute pas. C'était un bon gouverneur. Olivier Bianchi. Et par conséquent, voilà, alors Trump, c'est l'expression d'une colère, c'est aussi une erreur tragique de campagne d'Hillary Clinton. C'est pas un peu une victoire à la Mélenchon, celle de Donald Trump aux États-Unis. Qu'est-ce que vous entendez par là, Daniel ? Un tribun populaire, légèrement camelot sur les bords, mais qui parle, si vous voulez, qui parle le langage des Américains. Pourquoi 11 millions de Français ont voté, par exemple, Front National ? Ils ne sont pas d'accord avec le Front National, mais ils comprennent ce que disent les leaders du Front National. Ils parlent la même langue qu'eux. Et Trump, il parle l'américain profond. Pas celui de New York, mais celui d'Atlanta, celui du fin fond de l'Amérique. L'Amérique périphérique, oui. Voilà, absolument. Et moi, il y a un côté, et quand je dis un côté Mélenchon, c'est-à-dire tribun populaire. Alors, est-ce qu'il trompe son monde, comme on accuse un peu Mélenchon de le faire en France ? Ça, je ne sais pas, on le saura par la suite. Mais je pense, il emploie les mots qui touche l'Amérique profonde, celle qui ne voit jamais un étranger, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, 15% à peine des Américains ont un passeport. C'est-à-dire que les 3/4 des Américains n'ont jamais vu passer d'autre chose que les Américains, sauf peut-être un routier canadien qui était passé là par hasard. Enfin, n'oublions pas que Trump ou un Mexicain. N'oublions pas que Trump a été élu avec 3 millions de voix de retard sur Hillary Clinton. C'est un système qui a sa force et... Non, mais il y a quand même eu une réaction à une forme de politiquement correct dont Hillary Clinton était justement la quintessence, d'où l'erreur tragique, effectivement, de sa campagne. Et puis une campagne qui s'adressait uniquement, effectivement, aux minorités, qui pensaient qu'elle pouvait additionner les minorités qui, en réalité, n'ont pas beaucoup voté, n'avaient peut-être pas envie d'être considérées comme des clientèles captives, et qui s'est très peu adressée à ceux qu'elle appelait, j'ai plus le mot, les déplorables, c'est-à-dire, effectivement, l'Amérique profonde. Les sans-dents. Hugo nous dit Trump prend les décisions qui avantagent son pays. L'Amérique est de retour et cela dérange les bobos qui n'accueillent pas de réfugiés chez eux. Alexandre, explique ce que c'est qu'un bobo, ce fameux terme que j'ai jamais compris. Ouais. Un bobo, c'est quelqu'un qui ne vote pas pour Trump. Voilà, c'est ça. Voilà. Aux États-Unis. Et qui n'est pas d'accord avec Alexandre Devecchio pour faire le bourgeois bohème. Le bourgeois bohème. Le bourgeois bohème. C'est tellement fort comme Alexandre, ce rapprochement Trump-Mélenchon, ça vous paraît? Je pense que c'est pas. Non, je pense que c'est pas entièrement faux. Dans la dimension tribun, vous avez tout à fait raison. Dans la dimension même protectionniste, Mélenchon a des côtés souverainistes contre l'Europe. Après, il y a une grande différence, c'est sur les questions culturelles, la question de l'immigration notamment. Trump a fait une politique très, très, très stricte, très dure à l'égard de l'immigration, alors que Mélenchon n'est pas du tout sur cette ligne-là. C'est son point faible. De la vulgarité du propos, entre guillemets. Vous étiez plus sur la forme. Oui, mais une forme de vulgarité. Non, quand je dis à propos de Mélenchon, c'est une forme de vulgarité du propos qui trompe un certain nombre de braves gens qui sont. Moi, c'est ça que ça me. Puis Trump est un promoteur immobilier. C'est quand même très important. Ça a façonné son univers mental, sa manière de négocier, sa manière de concevoir la victoire. Pourquoi est-ce que ce métier de promoteur là parce que c'est un métier de coût.
C'est un métier de coût, de coalition locale et de coût. C'est pas un métier de stratège, promoteur immobilier. C'est tactique, pas Voilà. stratégique. Et puis, Oui, vous prenez un terrain, vous lotissez, vous vendez, après vous passez à autre chose. Et absolument. Non, finance pays, être milliardaire, c'est un plus. c'est le self-made man américain. Mais bien sûr, bientôt ça arrivera en France aussi, puisque M. Macron veut qu'il y ait beaucoup plus de milliardaires. Vous êtes toujours 70% à considérer que Trump fait cavalier seul dans ce dossier des réfugiés. C'est d'ailleurs peut-être plus un constat qu'une opinion. Je vous propose de parler d'un autre sujet en chiffres. 90, 80. 90, c'est la limitation de vitesse aujourd'hui sur l'essentiel du réseau routier français, tout ce qui n'est pas ni circulation en ville, ni circulation sur autoroute ou 2 fois 2 voies. Il semblerait, même si ça n'a pas été confirmé officiellement, que le gouvernement veuille descendre de 90 à 80 km/h la vitesse moyenne sur le réseau. Est-ce qu'on en fait trop pour les limitations de vitesse? C'est la dernière question qu'on vous pose sur le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. Juste un petit tour de table très rapide. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'abaissement de 90 à 80 km/h de la circulation automobile, de la vitesse maximum? Moi, je suis pour. Stéphane, vous êtes pour? Tout à fait pour. Tout à fait pour. Tout à fait contre. Daniel? Moi, je suis pour, mais j'en ai un peu assez qu'on m'infantilise. Vous voyez, pourtant, il y a presque deux camps, on va dire. Alors, on va d'abord commencer par les arguments pour. Stéphane Marchand, pour vous, c'est oui sans hésiter. Oui, moi je trouve que c'est bien parce que la sécurité, la vie des gens, c'est la priorité. Deuxièmement, c'est un faux problème. Passer de 90 à 80, ça ne gêne absolument personne. Ce que je regrette, c'est que l'on ne fasse pas la différence entre les petites routes, du type de celle à côté de laquelle j'habite, moi personnellement, où il faudrait que ça descende à 60, parce qu'il y a des gens qui marchent le long, et que là, vraiment, une voiture qui passe à 90, ça peut tuer des enfants. Dites-nous à quel endroit pour que les internautes qui circulent là ralentissent. Du côté de Saint-Nom-la-Bretèche, par exemple. Du côté de Saint-Nom-la-Bretèche, très bien. Alors, il y a quelqu'un qui est absolument d'accord avec vous, c'est Anne Lavaux, c'est la déléguée générale de la prévention routière. Je vous propose d'entendre un bref aperçu de son interview ce matin chez nos confrères d'RMC. L'insécurité routière, ça nous coûte 1,5 point de PIB, donc ça vaut peut-être le coup de faire des choses. Donc nous, on pense qu'il faut aller dans ce sens-là, puisque aujourd'hui, la vitesse moyenne sur ce réseau-là, donc on l'a dit, c'est 98% du réseau, c'est 82 km/h. L'argument d'Anne Lavaux vous semble-t-il recevable? De toute façon, aujourd'hui, on roule déjà. C'est pas la peine de limiter. Je pense que les Allemands, il n'y a pas de limitation de vitesse. Je pense qu'effectivement, si on veut vraiment faire de la sécurité, les routes qui sont dangereuses, effectivement, il faut les cibler. Mais je crois que là, on est dans à la fois dans l'État nounou et puis dans l'impôt Macron, parce que effectivement, voilà, ça rapporte. Je crois que les derniers sondages, c'est 74 ou 80% des Français sont contre. Donc je crois que et ça s'inscrit dans quelque chose de global, où on veut interdire la cigarette dans les films, où Marlène Schiappa saisit le CSA parce qu'un humoriste a fait une blague de mauvais goût. Donc ça m'amuse pour des gouvernements soi-disant libéraux d'emmerder, si vous voulez, à ce point les Français. Tocqueville, qui était libéral, avait prédit la réduction de chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Je crois qu'on y est. De Gaulle disait les Français sont des veaux. Ses successeurs prennent les Français pour des moutons. Alors, en tout cas, les Français, ils s'expriment, notamment sur les réseaux sociaux. Et Valentin Pilate du Figaro.fr nous a rejoint. Bonsoir, Valentin. Bonsoir, Guillaume, alors, qu'est-ce qu'on dit de ce sujet sur Twitter, Valentin? La réponse, elle est claire. C'est non. Les internautes sont contre pour cette limitation de vitesse à 80 km/h. Ils la jugent parfaitement, en fait, inutile. Argument à l'appui, notamment avec cet internaute du Figaro.fr qui nous signale que la voiture est par définition dangereuse. 80 km/h ne changera rien au comportement irresponsable. À chacun sur la route de se méfier non pas seulement de soi, mais des autres. On a Marcus également, toujours sur le Figaro.fr, qui nous dit « c'est surtout fait pour réalimenter la pompe à fric que sont les radars ». J'ai sélectionné ce commentaire parce qu'en fait, il était vraiment très récurrent sur le site, mais aussi bien sur Twitter. On a également un autre internaute sur le Figaro qui nous dit cette limitation à 80 km/h, c'est insensé. Il y a des routes où l'on peut rouler à 90 km/h et ce n'est pas dangereux. Par contre, 80 km/h sur des routes secondaires, ça peut l'être. Il faut donc, selon cet internaute, redéfinir les limites en fonction de l'état des routes et de leur profil. Il y en a, oui, effectivement, qui sont très très précis. Sylviane, quant à elle, propose
la trottinette ou le vélo électrique, ainsi pas d'excès de vitesse ni de pollution. L'argument écolo revenait souvent sur la table. En plus, pas besoin de refaire de panneaux de signalisation, économie sur tous les plans, nous dit Sylviane. Séquence humour pour terminer, Blaise sur Facebook, sinon revenons aux calèches, tout le monde sera content. Merci Valentin. D'ailleurs, ça fera plaisir à Tocqueville, que citait à l'instant Alexandre Devecchio, qui ne devait pas rouler souvent à 90 km/h, puisqu'on était au début du 19e siècle. Frédéric Dabi, qu'est-ce qu'ils en disent les Français ils ont un point de vue tranché sur ce sujet Il paraît qu'on nous dit que 75% des Français seraient contre une mesure comme celle-là. Alors, je n'ai pas de données en ce sens. Je vois dans les enquêtes faites dans des grandes métropoles comme Paris ou Bordeaux, où systématiquement la réduction de la vitesse de 50 km/h à 30 a été soutenue. Il faut voir aussi que c'est une des rares politiques publiques qui réussit en France au cours de ces 15 dernières années. N'oublions pas, mon cher Alexandre, quand Jacques Chirac, en 2002, annonce 3 chantiers prioritaires de son quinquennat, le handicap, la lutte contre le cancer et la sécurité routière, on est à plus de 10 000 ou 11 000 morts par an. La politique menée avec un délégué interministériel s'articulait autour de 2 grands axes, c'est-à-dire la sanction sur la ceinture, sur l'alcool au volant, puis sur le téléphone au volant, et sur la baisse de la vitesse. C'est pas la première fois. Finalement, ça a quand même donné des résultats puisque le nombre de morts a été divisé par 2,5 malgré une remontée au cours des dernières années. Donc je considère quand même qu'il y a eu cette politique qui a marché sur cette jambe baisse des vitesses. Maintenant, il y a aussi ce risque, on en parlait il y a 15 jours sur l'histoire de la cigarette, l'interdiction de fumer dans le cadre des œuvres cinématographiques qui peut agacer, qui peut, je dirais, frustrer le sentiment de liberté des Français. Je crois qu'il y a l'impuissance de l'État. Enfin, on a un État qui est impuissant partout, qui est incapable de faire baisser le chômage, incapable de régler les problèmes d'insécurité et effectivement, excusez l'expression, qui emmerde les gens sur les problèmes de vitesse. C'est pas ce qu'on leur demande. Donc je pense que comme l'État est incapable de résoudre les problèmes, il multiplie les mesures de surveillance et c'est pas son boulot. Par exemple, avec une taxe sur les sodas qui permet de dissuader les Français de boire des boissons sucrées. Puisqu'on est du côté des poujadistes, on va continuer. Non, simplement, il y a une chose qui est vraie, c'est que franchement, en ce moment, le problème de la limitation de vitesse, c'est pas le sujet du jour. C'est comme il y a 15 jours, on parlait de Castaner, qui devenait je sais pas quoi, quelle est l'importance de Castaner pour la vie des Français. Pendant 15 jours de la République en marche, Daniel, oui, voilà, c'est encore là l'information continue. On a eu une semaine de Castaner. Vous imaginez le gars qui cherche du boulot en ce moment, il a une semaine de Castaner. Bon, c'est pas ça. Non, simplement, moi je pense que ça nous infantilise, même si on peut pas être contre, ça nous infantilise, un peu comme le fait de ne pas pouvoir faire du vélo sans avoir des coudières, des genouillères, des casques à pointe, etc., etc. Il y a un côté infantilisation dans un monde qui est terriblement dramatique en ce moment, enfin qui est violent. D'un seul coup, on continue à nous infantiliser. En plus, la dernière chose que je voudrais dire, c'est si on veut vraiment limiter la vitesse, pourquoi est-ce que sur le compteur de toutes les voitures, même moyennes, il est marqué 200 km/h ? Stéphane Marchand, est-ce qu'on n'est pas là dans les excès de ce que le président Chirac avait théorisé comme le principe de précaution ? Peut-être, mais en l'occurrence, s'il s'agit de sauver des enfants sur le bord des routes, moi je suis plutôt d'accord. Je m'intéresse beaucoup à la remarque de l'internaute tout à l'heure qui disait qu'il faudrait finalement une limite de vitesse qui soit à géométrie variable. Eh bien, il ne croit pas si bien dire, parce que l'intelligence artificielle, qui sera bientôt contenue dans les voitures, permettra tout à fait de faire ça. Donc ça, c'est une très bonne idée. La limite à 80, je suis pour, je le répète, je ne change pas d'avis en quelques minutes, mais c'est vraiment pas le problème numéro 1 à la conduite. Qu'est-ce qui fait que les gens roulent vite ? Il faudrait, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus efficace, ramener à 0 le degré d'alcoolémie toléré. Là, les Français le soutiennent massivement. 0. Comme certains pays le font. Je crois que le Mexique le fait. Et au passage, le Mexique a 80 km/h de limite aussi sur les routes secondaires. Deuxièmement, le téléphone portable. La remontée des statistiques de mort au volant, c'est dû au téléphone portable. Oui, parce qu'on n'a plus le droit aux écouteurs, mais maintenant les gens le regardent. Bien sûr. Pire qu'avant. La charge cognitive du conducteur doit baisser, et donc il faut interdire le téléphone portable. Stéphane, on peut aussi se faire écraser en traversant la rue en regardant son téléphone portable. Oui, bien sûr. Donc le risque zéro n'existe pas. Non, on essaie de le limiter, vous avez tout à fait raison, Guillaume. Non, sur l'alcool, je suis d'accord à ceci près que je ne pense pas que les accidents soient dus aux personnes qui ont pris un verre. Donc le côté zéro, ça a tendance à m'agacer. Mais c'est vrai que si on regarde les causes d'accidents mortels, effectivement, c'est dû à l'alcool, mais c'est plutôt les jeunes qui sortent de boîtes de nuit. Donc là, il y a peut-être des mesures de prévention. Dans la voiture, et ça fait monter les chiffres. Exactement. Ah oui. Donc il y a des choses ciblées qu'on connaît très bien. Donc ce n'est pas la peine de mettre un impôt supplémentaire et de taxer encore les classes moyennes. C'est à peu près ce que, désolé d'être plus jeune,
poujadiste, mais je crois que le vrai but, il est là. Après, l'attaque sur les cigarettes, l'attaque sur la limitation de vitesse. La prochaine loi, c'est la suppression de l'interdiction de l'apéro. Oui, exactement. Et bien, écoutez, c'est ça le mot de conclusion de Daniel Bilalian. 65% des internautes, merci à tous ceux qui ont voté, considèrent qu'effectivement, on en fait trop pour les limitations de vitesse. Et bien voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir exprimé vos points de vue en toute liberté. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit.